Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans le 8h30 France Info. Dans son traditionnel discours aux armées hier soir depuis les jardins de l'hôtel de Brienne à Paris, vous avez assisté d'ailleurs à ce discours, Bruno Tertrais. Emmanuel Macron a planté le décor d'entrée. Je vous propose qu'on l'écoute et on vous fait réagir juste après. Et sans doute jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Bruno Tertrais, il a raison de dire ça, le chef de l'État. Jamais la liberté n'a été aussi menacée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça peut faire réfléchir, par exemple, si on est dans une famille de résistants. Parce que quand même, dire la liberté est autant menacée, ou en tout cas est quasiment autant menacée que c'était le cas à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, je suis pas sûr que beaucoup de Français se retrouvent véritablement dans ce discours. Moi, je crois qu'il n'a pas totalement tort. Si on prend cette notion de liberté, d'abord comme élargie à l'Europe, et c'est vrai que la liberté de tous les pays qui sont mitoyens de la Russie, qui sont des pays européens, celle-là, elle est menacée physiquement, comme nous l'étions, nous, en 1939. Mais si on prend la liberté au sens plus large, à savoir la liberté d'être bien informé, la liberté de ne pas être manipulé. Et ça, ce sont des libertés importantes. Et celles-là, elles sont menacées notamment par la Russie, mais pas seulement, mais par toutes les opérations de désinformation, par les cyberattaques. Vous savez, les cyberattaques, aujourd'hui, ça peut même toucher des hôpitaux, on le sait. Et parfois, ça vient de Russie ou de Chine. Donc, si on prend la liberté au sens large, je pense qu'il n'a pas tort d'être aussi grave et aussi déterminé. Mais est-ce qu'il ne joue pas un petit peu sur les peurs quand même, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de mettre un peu de l'huile sur le feu en visant directement aussi la Russie quand il parle de menaces existentielles russes? Attendez, il faut quand même pas inverser les responsabilités. Excusez-moi, mais le feu et l'huile, c'est la Russie qui l'a mise. Non, quel que soit le jugement qu'on peut porter sur ses décisions en matière de défense et de budget, je crois qu'il a raison de dramatiser un peu. Et hier, justement, je ne l'ai pas trouvé, finalement, comme en faisant trop, si vous voulez. Il n'y avait pas d'emphase dans son discours. C'était un discours grave, un discours important, mais il n'y avait pas d'emphase non plus. Donc, je ne pense pas qu'il en ait fait trop. Je me demande simplement si le type de discours qu'on vient d'entendre à l'instant est véritablement convaincant pour l'essentiel de la population française, car il faut quand même le rappeler, on ne va pas avoir les chars russes à Paris. C'est pas ça le sujet. Bruno Tertrais, Emmanuel Macron donc parle de la menace russe. Il parle aussi de nouveaux types de conflits liés à l'intelligence artificielle, liés aux drones, liés aussi, pourquoi pas, à d'autres types de guerres, les fonds marins. Enfin, il cite plusieurs exemples de ce type-là. Est-ce que vous pouvez nous définir la menace aujourd'hui qui existe pour nous, Français ? Oui, alors en fait, les espaces de la conflictualité s'ajoutent et s'additionnent plutôt que se remplacent les uns les autres. Je m'explique. Dans l'Antiquité, la guerre, c'était la terre et la mer. Ensuite, ça a été les airs, et ça s'est ajouté. Et puis l'espace, et puis le cyberespace, et maintenant les fonds marins, où il y a effectivement tous ces câbles sous-marins qui sont extrêmement importants pour nos communications. Donc voilà, ça c'est l'espace de la conflictualité qui grandit, et c'est vrai pour à peu près tous les conflits, dans tous les grands conflits dans le monde. Et il y a par ailleurs des nouveaux moyens. Alors les drones, qui ont pris une importance centrale dans les grands conflits. On l'a vu, on le voit malheureusement tous les jours en Ukraine. L'intelligence artificielle, le calcul quantique, c'est encore autre chose. Ce sont des outils, ce sont des moyens, ce ne sont pas des espaces de bataille. Alors, aujourd'hui, encore une fois, qu'est-ce qui est menacé? La France est menacée, oui, par la Russie tous les jours. Encore une fois, il n'y a pas que la Grande Guerre, il y a aussi les sabotages, ce qu'on a vu dans les rues de Paris au cours des années précédentes. Vous avez bien vu, vous vous en souvenez, les opérations destinées à faire croire que la France était un pays de tension. Ça, c'est la stratégie de la Russie. Au moment des Gilets jaunes aussi. Ça a commencé d'ailleurs avec ça donne pas dire les Gilets jaunes. Ouais. Ça a commencé avec les Gilets jaunes. Je n'ai rien contre le mouvement des Gilets jaunes, mais il a été délibérément instrumentalisé par les médias russes et à l'époque notamment par RT. Absolument. RT qui était à l'époque le média le plus populaire dans le mouvement des Gilets jaunes. Tout ça, ça fait partie de la menace effectivement. Mais la menace, elle vient d'où? De quelle zone du monde pour nous Français? De la Russie, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a aussi une menace chinoise? Alors la menace chinoise, elle est différente. On parle assez peu de la Chine dans cette fameuse revue stratégique qui a été publiée hier, qui est un peu une sorte de livre blanc sur la défense et la sécurité. Je trouve ça dommage parce que je crois que on sous-estime à quel point la Chine populaire a décidé de piller
d'espionner et de voler notre savoir-faire, notre patrimoine intellectuel et économique. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises, notamment les PME, les grandes entreprises, elles savent très bien faire, mais il y a encore beaucoup d'entreprises françaises, notamment dans les territoires, qui n'ont pas encore véritablement conscience de la menace chinoise, qui n'est pas une menace militaire pour nous, mais qui est une menace intellectuelle et économique pour beaucoup de secteurs, parce que, pardonnez-moi d'être aussi cru, d'être aussi clair, mais chaque entreprise, chaque citoyen chinois à l'étranger a pour obligation, je dis bien obligation, d'espionner pour le compte de son gouvernement. C'est une loi de 2017. Donc il y a effectivement aussi cette menace chinoise qui n'est pas une menace militaire, qui est une autre forme de menace. Alors Bruno Tertrais, face à cette menace, face à ces menaces, puisque finalement il y en a plusieurs, Emmanuel Macron a demandé de nouveaux efforts budgétaires pour la défense, qui porteront le budget des armées à 64 milliards d'euros en 2027. Dans le détail, le chef de l'État a annoncé 3 milliards et demi d'euros supplémentaires dès l'année prochaine en 2026 et 3 milliards encore supplémentaires en 2027 qui s'ajouteront à la loi de programmation militaire, 413 milliards pour la période 2024-2030. Ça veut dire quoi en fait? Qu'on est entré dans une économie de guerre ou pas encore ou moi, pas du tout? Moi, j'ai pas l'impression que la notion d'économie de guerre s'applique vraiment à la France. Et je pense que le chef de l'État a eu tort de l'employer en 2022. Il l'a pas répété hier. Oui, je crois qu'il a compris que c'était pas véritablement approprié. Il y a un pays sur le continent qui est en économie de guerre, c'est la Russie, très clairement. Là, les dépenses militaires, c'est à peu près 40% de la dépense de l'État. Nous, on est loin de cela. Mais c'est vrai qu'on a quand même des manques dans le domaine de ce que les militaires appellent la masse, c'est-à-dire on a un peu de tout mais on n'en a pas assez. Donc il faut davantage de munitions, davantage de missiles. Alors, quand je dis ça, parfois les gens se disent oui mais ça va faire moins d'argent pour les écoles et les hôpitaux. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors comment ça marche justement? Parce que cet argent, tous ces milliards que souhaite Emmanuel Macron, ils vont aller où en fait? Pour recruter des soldats, pour acheter des canons, des munitions, des missiles, des blindés? Comment ça va marcher? Comment ça va se répartir? Là, moi je ne le sais pas parce que c'est pas moi qui décide et ça n'a pas encore été décidé surtout. Oui. C'est quand même aux parlementaires de voter les lois de programmation militaire et les budgets. Mais encore une fois, on manque un petit peu de tout. Quand je vous ai parlé des matériels, mais vous avez raison de mentionner les hommes et les femmes, c'est quand même eux qui font la défense. Et donc ça va aller aussi chez eux, si j'ose dire. Ça va aller sur le recrutement, ça va aller sur les conditions de vie, ça va aller sur la condition militaire. Cet effort budgétaire-là, le Premier ministre va être obligé de le prendre en compte. Comment est-ce qu'on le finance? Eh bien, le chef de l'État a dit que c'était pas par la dette. Ouais, pas par l'endettement. Pas par l'endettement. Bon, eh bien, le François Bayrou qui était aux côtés du président, j'ai noté qu'il était aux côtés du président parce que ça n'est pas le cas de mémoire à chaque discours du 13 juillet. Mais c'était pour montrer que l'exécutif était soudé sur cette question. Donc, cher François, débrouille-toi. J'essaye d'imaginer le dialogue. Il lui refile la patate chaude, c'est ça? Non, mais c'est pas une patate chaude, si vous voulez. C'est la bonne manière de fonctionner. Après tout, le Premier ministre est là pour cela. Le gouvernement est là pour cela. Les arbitrages, il y en a peut-être déjà qui ont été faits, mais moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui comment est-ce que ces 3 milliards seront trouvés. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que vous savez qu'il y a eu cette discussion déjà il y a plusieurs mois au niveau européen pour ne pas prendre en compte les dépenses de défense dans les fameux 3%. Les fameux 3% qui sont les critères européens à respecter pour la stabilité financière de l'Europe. Bon, mais c'est certain, ça va être une dépense supplémentaire. Elle est significative. Elle n'est pas non plus totalement hors de portée, à mon sens, de l'État français. Mais même si le chef des armées, Emmanuel Macron, il est chef justement des armées, mais pas du budget. Vous l'avez un petit peu dit. Oui, enfin, il est chef. Il n'a pas la majorité, on rappelle, au Parlement. Oui, effectivement. Ça va être compliqué, quand même. Oui, ça va être compliqué. C'est un problème supplémentaire, mais que voulez-vous, on ne choisit pas toujours la manière dont le contexte international s'impose à vous. Et je crois qu'il y a quand même, chez les analystes, chez les experts des sujets militaires, il y a quand même un consensus pour dire que on n'est pas tout à fait au niveau. Si on veut continuer à peser en Europe, en plus, bien sûr, d'assurer convenablement la sécurité des citoyens au sens le plus large du terme, pas seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité informatique. La lutte contre le terrorisme, on n'en a pas parlé, mais ça reste une menace significative. Pour faire tout cela, le chef de l'État, je pense, se dit que les Français pourront accepter une dépense supplémentaire. Bruno Tertrais, il est 8h43, vous restez avec nous bien sûr dans le 8h30 France Info, c'est l'heure du Fil Info avec Maureen Suignard. Les
Les hélicoptères sont déjà dans le ciel de Paris avant le défilé du 14 juillet qui débute autour de 10h30. France Info vous fera vivre l'événement. Près de 7000 militaires seront sur les Champs-Élysées. Une fête nationale au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Pour être craint, il faut être puissant, dit le chef de l'État qui veut augmenter l'effort de défense. Un effort de 3,5 milliards d'euros de plus en 2026 et 3 milliards encore de plus en 2027. Le Parlement devra donc modifier la loi de programmation militaire. Un 14 juillet avec moins de feux d'artifice. Beaucoup sont annulés à cause du risque d'incendie. 3 départements sont même en vigilance orange face au risque de feux de forêt. Les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire et la Vienne. L'envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine est arrivé à Kiev. Une visite alors que le président américain vient d'annoncer que son pays allait envoyer des systèmes anti-aériens patriotes à l'Ukraine. Des dispositifs pour aider le pays à lutter contre les attaques russes. La 10e étape du Tour de France va conduire les coureurs d'Enza au Mont d'Or en Auvergne. 165 km au total et plus de 4400 mètres de dénivelé. Départ 13h10 avec le Slovène Tadej Pogačar qui porte toujours le maillot jaune. France Info. Bruno Tertrais, vous êtes toujours avec nous en direct dans le 8h30 France Info. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Je voudrais qu'on parle à nouveau quand même de cette menace russe, qui est la principale menace selon en tout cas Emmanuel Macron. Quand le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, prend la peine il y a quelques jours de tenir une conférence de presse, ce qui est quand même assez rarissime de sa part, et nous dit que la Russie, je cite, a fait de la France son principal adversaire en Europe. Est-ce qu'on doit clairement s'inquiéter ? Non, on doit être préoccupé sans s'inquiéter. En fait, la Russie est déçue par la France. C'est vrai. En fait, la Russie a souvent vu la France comme un pays très indépendant des États-Unis, ce qui est exact, mais avec lequel on pouvait avoir une relation basée sur une vieille amitié, des vieilles traditions. Vous savez, on dit toujours, on parlait français à la cour des tsars, etc. Bon, ça restait dans les mémoires russes. Et souvent, Moscou se trompe en pensant que cela veut dire qu'on a forcément une attitude plus positive envers le Kremlin. Et en même temps, c'était nos alliés, les Russes. Oui, mais alors je veux dire, dans les 200 dernières années, la Russie, Moscou a été beaucoup plus notre adversaire que notre allié. Il est très rare, en fait, ça a été une exception historique plutôt qu'une règle, que la Russie ait été notre allié. Mais c'est vrai que l'indépendance française, contrairement à l'Allemagne, aux États-Unis qui sont vus de Moscou, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne qui sont vus de Moscou comme étant quasiment inféodés aux États-Unis, on est perçu comme un pays très indépendant et pas tout à fait manchot sur le plan militaire. Et donc c'est vrai que nous sommes ciblés par la Russie, comme le disait un commentateur, non pas parce que nous sommes faibles, mais plutôt parce que nous sommes forts et nous sommes un des maillons forts de l'Europe. Le Kremlin voit avec inquiétude les initiatives prises par Emmanuel Macron dans le domaine de l'assistance à l'Ukraine, notamment, il y a eu un véritable leadership français. Eh bien, ça n'arrange pas les affaires du Kremlin et c'est une des raisons pour lesquelles la France est effectivement ciblée, je le répète, quasiment tous les jours. C'est la France qui est dans le viseur de la Russie ou c'est Emmanuel Macron par ses déclarations très souvent assez critiques vis-à-vis de Vladimir Poutine ? Oui, je vous rappelle que le chef de l'État a été critiqué pour exactement l'inverse il y a 3 ans, c'est-à-dire pour être pas assez dur vis-à-vis de Vladimir Poutine. Ouais. Mais écoutez, c'est l'ensemble. Il se trouve que ça ne vous aura pas échappé. La France est dirigée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Donc c'est Emmanuel Macron, mais c'est tout le pays. Encore une fois, ce n'est pas seulement la personne du chef de l'État, c'est tout le pays qui est visé. Et de même qu'en Russie, on se dit volontiers au Kremlin que Poutine c'est la Russie et la Russie c'est Poutine. Peut-être qu'on se dit que la France c'est Macron et Macron c'est la France. Depuis le Kremlin. Alors Bruno Tertrais, Emmanuel Macron a aussi précisé je cite, un nouveau cadre doit être donné à notre jeunesse pour servir selon d'autres modalités au sein de nos armées et que donc des mesures concrètes vont être annoncées à l'automne. C'est ce que dit le chef de l'État. À quoi on peut s'attendre ? Alors je peux vous dire au moins ce à quoi il ne faut pas s'attendre. Ça nous intéresse aussi. Oui, parce que ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas rétablir la conscription, c'est-à-dire
le service militaire obligatoire. J'imagine, mais là c'est un sujet sur lequel j'ai pas forcément le plus d'expertise, mais j'imagine que ce sera une forme de service militaire volontaire amélioré qui répondrait à la fois aux besoins des armées et aux souhaits de certains Français de faire de telles périodes. On nous parle d'un service militaire sur la base du volontariat. Ça signifie quoi ? Qui peut être volontaire pour s'engager? On n'arrive pas bien à comprendre. Pardon, mais c'est ceux qui veulent. Ouais. Les volontaires, c'est ceux qui veulent. Ça vous aura pas totalement. Et vous sentez qu'il y a une appétence des jeunes, notamment, à s'engager dans nos armées, voire à s'engager sur le front? Ah bah, écoutez, très franchement, je crois que depuis longtemps, notamment depuis les attentats de 2015, depuis une dizaine d'années, le souhait de nombreux jeunes Français de servir leur pays d'une manière ou d'une autre a plutôt monté. Plutôt que baisser. Le problème des armées, c'est souvent ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire de conserver au bout de quelques années ces personnes, ces jeunes gens, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui ont été formés, mais qui ne restent pas forcément. Alors, quelles sont les mesures qui seront exactement proposées? Ça, je ne peux pas vous le dire. Un mot sur les réservistes. Je crois que c'est à peu près 45 000 réservistes aujourd'hui en France. L'objectif, c'est de passer à 52 000 d'ici décembre 2026. On nous parle peut-être d'une réserve professionnalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la réserve, donc je ne peux pas vous en parler. Ce qui est certain, c'est que la réserve est devenue très populaire. De même que vous avez beaucoup de jeunes gens qui veulent s'engager dans les forces, de même, vous avez aujourd'hui de nombreux citoyens qui n'ont plus l'âge de s'engager, qui souhaitent faire la réserve. Comment on l'explique, ce regain d'engagement? Comment vous l'expliquez? Parce que les Français se sentent menacés? Sentent qu'il y a des tensions et que... Oui, tout simplement. Encore une fois, il me semble que ça a véritablement commencé au moment des attentats de 2015. Et donc le sentiment de menace pour la sécurité quotidienne pour nos citoyens, bien avant, il y avait déjà l'invasion de la Crimée, mais bien avant l'invasion russe de 2022, ce sentiment était montant. Alors voilà, je laisse aux sociologues la manière de l'expliquer, mais ce qui est certain, c'est que le patriotisme est redevenu, et tout camp politique confondu, plutôt une valeur positive dans notre pays. Alors, dans moins de 2 heures aura lieu le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris, avec, nous dit-on, cette fois-ci, visiblement c'est pas forcément la première fois, mais en tout cas cette fois-ci ça va se passer, un défilé avec certains militaires en tenue de combat. C'est quoi l'objectif d'afficher des militaires en tenue de combat? C'est de montrer les muscles, c'est de montrer que nous aussi on est prêts à se battre, nous Français? Je ne sais pas si on peut parler de muscles, c'est tout simplement pour montrer qu'aujourd'hui, une armée, c'est pas simplement destiné à dissuader l'adversaire et à intervenir ponctuellement en soutien de telle ou telle cause dans le monde. C'est tout simplement aussi, et peut-être d'abord et avant tout, des gens qui sont prêts à donner leur vie, littéralement, pour protéger nos intérêts les plus essentiels. J'imagine que le symbole est aussi simple que cela. Ouais. Pour peser militairement, notamment face à la Russie, il faut que la France ait des alliés. Emmanuel Macron a essayé en tout cas au moins de dealer avec les Britanniques, à défaut des Allemands, parce qu'avec les Allemands, le couple franco-allemand fonctionne pas très bien, au moins du point de vue militaire. Ils ont essayé de resserrer les liens de la coordination de leurs forces nucléaires, en créant un groupe de pilotage conjoint et en ouvrant, je cite clairement, la voie à la planification d'opérations en commun, finalement. Est-ce que ça a pour objectif de dissuader Moscou, le fait d'unir finalement leurs forces? Avant de vous répondre, juste un mot sur l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que le chef de l'État était assez clair hier. Il a rappelé que ce qu'on faisait avec les Britanniques, c'était pas en laissant l'Allemagne de côté. Au contraire, il va y avoir une série de rencontres destinées à mettre l'Allemagne dans le coup, non pas sur le plan nucléaire, mais le fait qu'on soit en train d'accélérer et d'intensifier notre coopération militaire sur tous les plans avec le Royaume-Uni ne veut pas dire qu'on a changé de partenaire préférentiel. L'Allemagne est toujours un très grand partenaire de défense et de sécurité, surtout avec le chancelier actuel. On a vu des positionnements et des prises de position différentes, par exemple dans le conflit entre l'Iran et Israël, entre le chancelier allemand et le président français. Il vous aura pas échappé que chaque pays est souverain et qu'on a tous notre diplomatie nationale et qu'on peut pas être aligné en permanence sur tous les sujets. Ça n'a rien de nouveau. Ce que je veux dire par là, mais que les Anglais et les Français se rapprochent, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose parce que ce sont de tradition, d'abord les 2 pays européens qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont puissance nucléaire, qui ont une tradition de professionnalisme et d'engagement pour la projection de force de manière très concrète. On est les 2 grands acteurs militaires capables d'agir loin de nos frontières très rapidement. Et sur le plan nucléaire, est-ce que ça fait peur à Vladimir Poutine? Alors, il n'y a qu'une seule personne qui a la réponse, pardon. Vous avez la question, mais la réponse, c'est Vladimir Poutine qui l'a. Ce dont il s'agit, c'est de
dire, eh bien, à un moment où nous pouvons, nous, Européens, être lâchés par les États-Unis à tout moment, ça n'est pas encore le cas, mais ça pourrait être le cas, il faut qu'on puisse, nous, ensemble, Britanniques et Français, dire aux Européens, eh bien, nous pourrions nous dissuader la Russie de nous menacer avec ses armes nucléaires, et pour cela, nous sommes prêts à coordonner nos forces. C'est énorme, hein, ça n'a jamais été fait en France, en tout cas officiellement, avec quelque autre pays que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne notre souveraineté nucléaire, ça veut dire qu'on est prêt à exercer ensemble, Paris et Londres, la dissuasion nucléaire, si nécessaire. L'exercice, ça ne veut pas dire tirer, ça veut dire se coordonner pour être prêt à le faire et donc persuader Poutine ou son successeur, eh bien, qu'il serait vain de menacer l'Europe. Merci Bruno Tertrais, merci d'avoir répondu aux questions de France Info, et moi je vous retrouve demain pour le 8h30 France Info.